partager. Voilà. Est-ce que c'est OK? Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, c'est bon, parfait. C'est bon, super. Donc, voilà la présentation qui est en ligne. Donc, bonjour à toutes les personnes qui sont déjà présentes et à celles qui vont venir par la suite. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est, à mon avis, un peu nouveau, les tendances, en fait, SEO, hein, dans le cadre de cette présentation, alors que je fais chaque année avec la chambre de commerce d'Alsace et d'Eurométropole. Alors avant, c'était en présentiel. Voilà, la situation fait que cette année, c'est à distance. Bonjour, mon adresse mail, olivier@abondance.com si vous avez des questions éventuellement par la suite. Donc je suis toujours basé à Heiligenstein, patrie du Klevner depuis 1742. Donc ça fait maintenant, cette année, ça va faire 25 ans que j'ai créé ma société Abondance et que donc, je fais de l'audit, du conseil SEO, que je suis consultant SEO d'une façon générale, que j'accompagne mes clients, que je fais des formations sur le sujet. Les livres, il y a une petite nouveauté, puisqu'en fait, le livre référencement Google Mode d'emploi, je travaille actuellement sur la 6e édition qui devrait paraître cet été, je pense. Le deuxième, réussir son référencement web, cet été, je vais travailler sur la 11e édition qui paraîtra l'année prochaine. Et il y a le petit nouveau, le SEO en 500 questions, donc, que je vais juste présenter, puisqu'il va bientôt sortir. Voilà, les guides PDF, les sites web, tout ça, c'est assez classique. Donc, la nouveauté, j'allais dire littéraire, non, pas vraiment littéraire, mais enfin, la nouveauté au niveau des livres, c'est celui-là qui va sortir, écoutez, je crois que c'est la semaine prochaine, le 25 mars 2021. Le SEO en 500 questions, c'est pas un bouquin très, très épais, mais en fait, je m'aperçois que finalement, on me pose très souvent beaucoup de questions, qu'il y a souvent des questions qui reviennent. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de faire une espèce un livre en type, en mode FAQ, questions les plus fréquemment posées, et puis chaque fois, et puis avec une réponse qui soit la plus pertinente, je l'espère, possible. Voilà. Donc là, ça va bientôt sortir dans toutes les bonnes librairies. Et je m'en serais voulu de passer sous silence mon roman qui est sorti la semaine dernière, ou cette semaine, non, la semaine dernière, L'Empreinte Sacrée. Voilà. Si vous aimez les thrillers, si vous aimez le Saint-Suaire de Turin, voilà, ça change un petit peu du SEO, de notre quotidien, et vous évadez, c'est en vente sur le site empreinte-sacrée.fr. Voilà, ça change un peu du quotidien. Voilà pour la partie autopromotion. Ma démarche en termes de SEO, c'est toujours la même type de démarche depuis que j'ai commencé ce travail, c'est d'essayer de faire du SEO propre et pérenne surtout. C'est très important pour moi d'avoir un SEO pérenne, que le travail qu'on fait aujourd'hui, ça soit encore valable demain. En dehors de toute technique de manipulation des algorithmes de Google, ce qu'on appelle le Black Hat. Donc voilà, moi, je suis 100% White Hat, je suis 100% travail pérenne, travail propre, pas de manipulation, et bien sûr qu'on peut faire des tas de choses très sympas en termes de SEO en étant White Hat. Je voulais parler dans ce webinaire des tendances SEO, donc 2021, quelques points à regarder cette année, ou pas, parce qu'en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses dont on parle et que finalement, c'est peut-être pas les plus intéressantes. Donc, j'ai essayé de faire 3 parties à cette présentation. Je vois que le troisième, il a un drôle de nom. Mais le sommaire, c'est la première partie, c'est 6 points qui, à mon avis, sont vraiment intéressants, sont vraiment à prendre en compte. Des tendances, en fait, c'est vraiment des tendances. Ce n'est pas quelque chose qui va révolutionner notre métier, mais ce sont des tendances qui me semblent intéressantes à suivre. Après, parler de 5 points dont on parle beaucoup, mais qui, en fait, pour lesquels je ne suis pas sûr que... Enfin, voilà, je me pose un peu la question de savoir si c'est vraiment intéressant ou pas. Et puis, finir finalement sur qu'est-ce que c'est que le SEO. Alors, aujourd'hui, oui. Je ne sais pas pourquoi ça s'est répété, mais le SEO aujourd'hui, finalement,
où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées sur les années qui viennent de s'écouler? Voilà, faire un point, en fait, hein, un petit point d'étape sur où on en est au mois de mars 2021. Alors, 6 tendances à suivre qui me semblent intéressantes. La première, c'est la recherche visuelle. Alors, la recherche visuelle, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, que j'utilise hein, vraiment au quotidien. C'est le fait d'utiliser une image à la place de mots-clés. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire à ce niveau hein, pour faire des recherches sur le web via des images, en fait. Le mot-clé est l'image, en fait. Et finalement, on fait ça depuis des années, notamment avec le QR code. Hein. J'entendais ce matin aux infos que bientôt, pour aller dans les restaurants, au cinéma ou ailleurs, ben, il va falloir scanner un QR code ou avoir un QR code. Enfin, tout va passer par le QR code pour donner des informations sur le fait qu'on soit on est positif ou on est négatif, mais dans la salle il y avait quelqu'un de positif. Enfin voilà, etc., etc. Ben, le QR code, c'est exactement une fonctionnalité de recherche visuelle avec le smartphone. On prend en photo un schéma, enfin une image, et ça va donner des informations derrière. Donc c'est vraiment quelque chose, et ce n'est vraiment qu'une des possibilités qui est envisageable avec les systèmes de recherche visuelle. Alors j'ai essayé de faire une petite démo. On va voir ce que ça donne avec une petite animation. Voilà, je vais sur Bing. Parce que Bing est très en avance hein, à ce sujet, je trouve. Hein. J'ai tapé déco, je vais dans la partie images, je choisis une image, et ensuite je clique sur Visual Search, et je vais chercher une partie d'image hein, avec ma souris. Voilà, là, je prends le bouquet, et Bing va me chercher des photos qui ressemblent à ce bouquet. Je change, je prends le fauteuil, je zoome sur le fauteuil et j'ai des photos de ce fauteuil, ou en tout cas des fauteuils similaires. Pareil sur ici le tableau, voilà, c'est a priori le tableau d'un bijou. Voilà. Et en fait, c'est la même image, mais on fait des recherches spécifiquement sur tel ou tel. Je crois qu'il y a quelqu'un. Ah non, je m'entends en écho, je ne sais pas pourquoi. Ok, bon, c'est peut-être pas très grave hein, techniquement. Donc voilà, l'idée en fait, c'est on a une image de base et on va faire des zooms sur telle partie d'image, et ben, ça permet de resserrer finalement la recherche. C'est comme si on affinait son mot-clé quelque part, hein, si on rajoutait des mots-clés dans la requête pour avoir des recherches plus précises. On peut imaginer plein de choses. Hein. Imaginez, je sais pas, on regarde un film ou une célébrité et puis ben, on aime bien son sac à main. Enfin, pas obligatoirement moi, mais on aime bien son sac à main. Hop, on va zoomer sur le sac à main et puis on peut aller acheter le sac à main sur tout un tas de sites derrière, enfin, etc., etc. Donc, il y a plein de possibilités sur la recherche visuelle. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la recherche visuelle, elle ne remplace pas la recherche classique, mais elle la complète. C'est une autre façon de chercher sur le web. Et voilà, je trouvais ça assez intéressant. Alors, on l'a vu, hein, il y a Bing Visual Search hein, qui permet de faire des recherches rapidement sur des parties d'images. Vous avez Google Lens aussi. Alors, je crois que j'ai une petite animation. Voilà. On va rechercher, on prend une photo par exemple, et puis on va faire une recherche par Google Lens, et Google Lens va dire oui, ça c'est cette fleur, c'est un anthurium, et puis alors voilà toutes les informations sur l'anthurium, quand est-ce qu'il faut le planter, quand est-ce qu'il faut l'arroser, combien de fois il faut l'arroser, où est-ce qu'on peut en acheter, près de chez vous, enfin, etc., etc. Enfin, on peut imaginer plein de choses derrière, juste sur une photo qu'on vient de prendre parce qu'on a vu un anthurium dans la rue et qu'on a trouvé ça joli. Voilà, c'est typiquement ce type de choses. Pareil sur Google Images, hein, où on va pouvoir faire des recherches sur Google Images en partant d'une image de départ. Hein. C'est des choses que je regarde parfois quand, par exemple, je fais une infographie sur mon site. Je vais faire une recherche sur Google Images avec mon fichier image de l'infographie. Ça me permet de savoir
qui a repris mon infographie. Ça peut être assez sympa. Et puis, si les gens n'ont pas mis de lien vers la source, bah, je peux leur envoyer un petit mail en disant bon, moi je fais des infographies, hein, c'est sympa, tu peux la reprendre, c'est le but. Enfin, fais un lien vers la source. Comme ça me fait un backlink derrière. Voilà, c'est des façons de faire pour l'infographie ou pour une image que j'ai faite, etc. On peut imaginer plein de choses. Plein de possibilités en fait sur la recherche visuelle. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et qui, je pense, il y aura pas mal d'avenir qu'il faut suivre. Hein. Bien sûr, ça veut dire qu'il faut de plus en plus optimiser ces images, hein, c'est-à-dire les attributs alt, le fait de mettre l'image dans une page qui parle, enfin, qui traite du même sujet que ce qu'il y a sur l'image. Éventuellement un nom d'image, hein, toto.jpg, enfin pas toto, mais anturium.jpg ou anturium.png, regarder les nouveaux formats comme WebP, qu'on voit de plus en plus, SVG aussi, voilà, tout ça c'est... Le monde de l'image est quelque chose qu'il faut regarder, qu'il faut explorer, parce que on sait aussi qu'une page qui contient par exemple des images et des vidéos est souvent mieux prise en compte par Google qu'une image qui ne contient que du texte, qu'une page web qui ne contient que du texte. Donc la multiplicité des formats peut être intéressante, texte, image et vidéo. Voilà. Tout ça, ça fait partie des choses qu'on peut regarder au fur et à mesure et suivre cette tendance en tout cas, faire une petite veille là-dessus finalement. Après, comment aborder le SEO spécifiquement en termes de recherche visuelle, ça va faire partie des grands sujets à suivre finalement, hein, notamment la recherche de type Bing Visual Search hein, pour faire des photos ou des recherches sur des parties d'images. Ça veut dire qu'il faut avoir des images qui sont quand même suffisamment précises pour nourrir la recherche visuelle, mais pas trop lourde quand même, parce que après, il ne faut pas non plus que l'internaute attende 1 heure que l'image s'affiche. Voilà. Tout ça, il y a des choses à voir, il y a des choses à regarder dans ce domaine-là. Donc voilà, une première tendance qui me semble très sympa à suivre. Les balises de données structurées, deuxième tendance, qui me semble également capitale, indispensable. Je pense qu'aujourd'hui, on en est tous... on est tous OK là-dessus. Hein. C'est les balises de données structurées, donc ce sont les balises sur le site schema.org qui peuvent donner ce qu'on appelle des rich snippets ou des rich results, c'est-à-dire de l'enrichissement des résultats de recherche de Google ou pas. Hein. Il y a les deux possibilités. Le fait de rajouter les balises de données structurées par exemple, sur les FAQ, sur les avis, sur les étoiles de la part des internautes, les événements, comment on appelle ça, les tutos comme How to, les carousels d'images ou de vidéos, les offres d'emploi, les business locales, les logos, les podcasts, les questions-réponses, les recettes de cuisine. Speakable, c'est pour la recherche vocale dont on parlera tout à l'heure. Pas encore disponible en France, mais ça ne devrait pas trop tarder. Les vidéos, enfin, il y en a plein. Ce sont des balises hein, qu'on va rajouter dans le code des pages et qui vont permettre, qui vont permettre d'une façon générale au moteur de recherche de mieux comprendre le contenu de la page, puisque ce sont vraiment des étiquettes qu'on va mettre sur un certain nombre d'informations. Typiquement, sur les personnes, par exemple, on va dire ça c'est le nom, ça c'est le prénom, ça c'est son métier, ça c'est son adresse postale, ça c'est son adresse mail, etc. etc. Donc vraiment, c'est le fait d'étiqueter les différentes informations de la page de façon transparente à l'internaute, mais avec des informations qui vont être fournies au moteur. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc d'une façon générale, le fait de mettre des balises de données structurées, ça permet au moteur de mieux analyser la page. Le fait qu'il y ait des balises de données structurées dans la page, ce n'est pas un critère de pertinence. C'est pas pour ça que la page sera mieux classée. Si les données sont mieux étiquetées et si les balises de données structurées sont caractéristiques du contenu et permettent au moteur de mieux comprendre, de mieux analyser, ben oui, s'il y a une meilleure analyse, il y a des chances qu'il y ait un meilleur classement derrière. Ce n'est pas la présence, c'est le fait que ces balises de données structurées sont bien remplies, qui va faire, et soient pertinentes, qui va faire en sorte qu'il peut y avoir un avantage en SEO. Donc, de toute façon, les balises de données structurées, c'est toujours bien.
Et parmi ces balises de données structurées, il y en a certaines qui génèrent des rich snippets ou des rich results, c'est-à-dire un enrichissement de la page de résultats, hein, comme ici par exemple, hein, j'ai fait la copie d'écran il y a quelques jours. Si je tape FAQ balise title, ben, je vais avoir dans la page de résultats pas uniquement ce qu'on appelle le snippet classique, hein, avec l'URL, le titre et un petit descriptif, mais vraiment une FAQ en dessous qui va être affichée par Google dans ses résultats de recherche, avec bien sûr une visibilité qui est bien plus grande, bien plus forte et bien plus intéressante. Ce qui veut dire que là, ben, il y a dans la page ici qui présente la balise title et le SEO en 10 questions-réponses, dans la page de mon site Abondance, ben, j'ai intégré les balises de données structurées sur les FAQ, tout simplement. Donc Google voit que dans la page, il y a les balises de données structurées sur les FAQ, et ben, vous aurez, s'il le décide, hein, parce que ça, il ne le décide pas tout le temps, mais s'il le décide, c'est lui qui voit, hein, en fonction de tout un tas de critères. Alors ça s'est un peu resserré, les critères, depuis quelques temps, parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup d'abus à ce niveau-là, comme d'habitude. Donc, mais il y avait des petites imagettes, on pouvait mettre des choses très sympas, tout ça a disparu. Bon, voilà. Le problème avec le SEO, c'est que dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, beaucoup de gens abusent, et du coup, Google serre les boulons derrière. C'est un petit peu dommage. Mais bon, en tout cas, bah, là ça sort bien, et c'est assez intéressant d'avoir une bonne visibilité. On peut mettre des liens aussi, on peut mettre des mots en gras, on peut mettre plein de choses en fait dans les. L'idée, c'est pas de donner trop d'informations non plus dans ce type de cas, parce que sinon l'internaute va rester sur la page de résultats. L'idée, c'est de donner de l'info, bien sûr, c'est important, mais aussi de proposer des liens vers le site pour qu'il clique et qu'il ait encore plus d'infos derrière. On peut proposer par exemple le début de la réponse et puis un lien pour aller voir la suite. Enfin, on peut imaginer pas mal de choses. Il faut le faire de façon un peu sioux, hein, pour que ça génère du trafic derrière, ce qui est quand même le but. Donc les balises de données structurées, c'est vraiment bien. C'est pas hyper compliqué. Maintenant, il y a plein d'outils qui permettent de les mettre dans les pages web, et ça permet de faire des choses très, très sympathiques. Donc les sites schema.org ou schema.org pour les anglophones, et puis ici j'ai indiqué une URL d'un site par Google, hein, plutôt pour les développeurs, mais avec des exemples de code, etc., qui est assez bien fait, qui explique comment intégrer tout ça. Sur Abondance, j'ai aussi beaucoup d'infos, hein, sur les balises de données structurées, des slides aussi de webinars que j'ai fait sur le sujet, avec les outils. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'infos sur abondance.com sur les balises de données structurées. Le format des balises de données structurées, aujourd'hui, clairement, c'est le JSON-LD. Hein. Il y a 3 formats, hein, RDFA, Microdata ou JSON-LD. Le format à utiliser, je pense que c'est assez clair aujourd'hui. Tous les formats sont pris en compte par Google, hein, ça ne pose pas de problème, mais le format actuel, et notamment celui qui est proposé et que Google met en avant, c'est le JSON-LD. Donc, le JSON-LD qui est vraiment un code spécifique dans la page, dans le code HTML. Voilà. Bon, rien de très compliqué. Il y a des possibilités, que ce soit sur WordPress ou à peu près tous les CMS aujourd'hui, pour intégrer le code des balises de données structurées. Donc, à suivre, obligatoire, indispensable, intéressant. D'une façon générale, il faut intégrer toute balise de données structurées qui correspondent à votre contenu, bien sûr, hein, parce que bon, il se peut, hein, imaginons que vous ayez un site de petites annonces, par exemple. Ben moi, je ne connais pas de balise de données structurées sur les petites annonces. Je ne crois pas que ça existe. Donc, bon, ben, il n'y a pas. Hein. Alors, vous pouvez toujours mettre les balises de données structurées sur votre entreprise, sur un certain nombre de choses, hein, le fait que c'est une page web ou un article, etc. Mais il n'y a pas, sur les petites annonces, il n'y a pas. Donc, bon, voilà, il faut quand même que la balise existe, hein, mais il n'y a pas des balises de données structurées pour tous les types de données. Bon, on verra. Ça évolue, bien sûr, hein. Il faut faire une petite veille là-dessus pour savoir qu'est-ce qui est nouveau. Troisième partie, le crawl. Alors, le crawl, c'est le fait d'avoir un site web qui est bien exploré par les robots des moteurs. C'est vraiment quelque chose que je constate, hein, le constat que je fais, c'est que le crawl d'un site est vraiment capital aujourd'hui. Et il faut que votre site soit en journée portes ouvertes pour les robots des moteurs, Googlebot, Bingbot, etc.
Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles, en fait. Donc, ça veut dire que sur votre site, vous allez avoir des pages crawlables, c'est-à-dire celles auxquelles vous avez autorisé, pour lesquelles vous avez autorisé le crawl des robots. Et puis peut-être qu'il y en a d'autres qui ne sont pas intéressantes et que vous n'avez pas autorisé au crawl, ce qui est très bien. Hein. Pourquoi faire crawler par les robots une page qui n'est pas intéressante pour les internautes derrière? Donc, effectivement, au départ, il y a une réflexion à avoir, c'est quelles sont les bonnes pages sur mon site et quelles sont les pages qui ont moins d'intérêt pour l'internaute. Ben, les pages qui ont moins d'intérêt, je les interdis au crawl via le fichier robot.txt, et les pages qui sont intéressantes, je les autorise au crawl. Alors, et après, derrière, on va vérifier, il y a des outils, j'en parlerai, qui vont regarder quelles sont les pages qui sont potentiellement crawlables et quelles sont celles qui sont réellement crawlées. Donc ça, c'est par les moteurs. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Une fois qu'une page est crawlée, est-ce qu'elle est indexée? Est-ce qu'elle est indexable déjà? A priori, si elle est crawlable, c'est qu'elle devrait être indexable. Hein. En fait, une fois que le crawl est fait par le robot du moteur, le moteur va récupérer les infos et Google ou Bing, enfin tous les moteurs vont dire bon, ben, celle-là, ok, je l'ai crawlée, je la prends ou je la prends pas. Pour tout un tas de raisons, de contenu dupliqué, de pas assez de texte, etc., etc. Le moteur peut dire bah, je l'ai crawlée, mais je ne l'indexe pas parce qu'elle ne me semble pas intéressante. Alors du coup, il aurait peut-être mieux valu soit la rendre intéressante, soit ne pas la rendre crawlable au départ. Donc toutes ces questions, en fait, sont intéressantes. Il y a une analyse derrière de regarder quelles sont les pages qui ont été crawlées et in fine, quelles sont les pages qui ont été réellement indexées par le moteur. C'est extrêmement rare, hein, je fais un audit de site par semaine à peu près pour mes clients. C'est extrêmement rare de voir un site où toutes les pages crawlables sont indexées. Hein, toutes les pages qui sont considérées a priori comme bonnes par le moteur sont toutes indexées, il n'y a que celles-là qui sont indexées. Là, je travaille notamment en ce moment sur un site web qui a un millier de pages crawlables, un millier de pages qu'il donne au moteur, hein, qui sont récupérables en suivant l'arborescence, un millier de pages, sauf que Google en a indexé 4000. Allez comprendre. C'est pas normal. Il y a 1000 pages sur le site et Google envoie 4000. Ben ouais, c'est voilà. Effectivement, il passe son temps à crawler des vieilles pages ou des pages qu'il ne devrait pas voir. Et en fait, ce qu'on appelle le budget crawl, le budget crawl, ce sont les ressources qu'il va mettre sur le crawl d'un site. Et s'il passe les 3/4 de son temps à crawler des pages qui ne sont pas intéressantes, c'est autant de temps qu'il ne passe pas à crawler des pages qui sont intéressantes. Et donc, mauvais crawl égale mauvais référencement, égale mauvais positionnement derrière. Donc ça, c'est pas bon du tout. Donc tout ce travail, en fait, d'analyse, alors soit ça peut être de la lecture des logs, hein, la mémoire des connexions du serveur. Il y a des outils pour lire ces logs, pour savoir quand le Googlebot est venu ou pas venu, etc., sur quelle page. Il y a aussi des outils de crawl, hein, comme Screaming Frog, comme OnCrawl, comme Botify, Seolizer, il y en a plein en fait, hein, qui sont des outils qui vont simuler un crawl par Google et qui vont vous donner des datas, des informations sur voilà comment ça se passe quand je crawl ton site, que je me fais passer pour Google quelque part. Et c'est rempli d'informations et d'enseignements. Ce sont vraiment des outils qui sont super intéressants, pas très chers en général. Moi, j'utilise Screaming Frog en général. C'est gratuit jusqu'à 500 URL déjà. Donc, et puis, c'est 180 € par an, je crois, quelque chose comme ça. Au-delà, donc c'est vraiment des budgets qui sont tout à fait raisonnables. Et un outil de crawl aujourd'hui, c'est totalement indispensable dans la panoplie d'un SEO, clairement. Et puis, il y a bien sûr la Search Console, la Search Console de Google, qui va donner toutes les informations sur comment Google a identifié quelles sont les pages qui ont été indexées, quelles sont les pages qui ont été refusées, donc non indexées, pour quelles raisons, et quelles URL, etc. C'est toute la partie couverture, le rapport couverture de la nouvelle Search Console. Aujourd'hui, on a tout à notre disposition, globalement. On a les outils, on a la data. Après, il faut l'interpréter. C'est vrai que des fois, il faut avoir quelques heures de vol pour interpréter cette donnée, parce que ça peut être assez technique rapidement. Par contre, à mon avis, c'est capital aujourd'hui de se poser la question sur comment le moteur indexe, crawl, indexe et explore mon site
Et typiquement aussi, j'ai travaillé la semaine dernière sur un site qui avait 500 pages. Ce n'est pas un très gros site au sens googlien du terme. Sauf que pour aller jusqu'aux pages les plus importantes, il y avait 5 ou 6 clics depuis la page d'accueil, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup trop. Donc une arborescence trop verticale, c'est pas bon. Donc il faut maximum 3, maximum 4 clics pour accéder aux pages. Là, il y avait clairement un problème d'arborescence. Tout ça, ça fait partie du crawl et c'est vraiment quelque chose qui est super important pour l'analyser, pour avoir un site web qui est bien référencé derrière, finalement. Référencé au sens crawler, explorer, indexer, hein, vraiment. Avant même la partie classement. Quatrième point, Discover. Discover, en fait, je crois que j'ai une petite animation. Discover, c'est en fait, vous êtes sur votre mobile, vous allez sur Google, sur votre mobile, et sur la page d'accueil de Google, Google vous renvoie des liens d'articles qui correspondent à votre profil de chercheur, à votre profil, ouais, à votre historique, etc., etc. Donc, vous n'avez pas encore tapé la moindre requête qu'en push, Google vous a envoyé des infos qui sont, d'après lui, intéressantes. Alors, c'est assez intéressant, hein, Discover, et selon pas mal de témoignages que j'ai pu récupérer de clients, ça génère un trafic non négligeable lorsque des actualités ou lorsque des articles d'un site sont sélectionnés pour Discover. Alors bien sûr, chaque internaute a un Discover spécifique, hein, en fonction de ses goûts, hein, de son historique, mais il semblerait que ça soit très porteur en termes de trafic. Hein. Dans la Search Console, dans la nouvelle Search Console, on a des données sur le trafic qui est généré. Donc, si vous ne voyez pas la partie Discover dans votre Search Console, c'est que vous n'avez pas de trafic sur Discover. Si vous voyez le rapport Discover, c'est que y a du trafic qui est généré. Vous aurez toutes les infos en termes de performance. Après, comment est-ce qu'on optimise en SEO pour Discover? Moi, ça fait partie de mes grands dossiers de 2021. Je n'ai pas encore les idées très claires là-dessus, hein, clairement, mais ça va venir, j'espère. Hein. J'ai rien trouvé d'extraordinaire, mais voilà, il faut faire des tests, il faut creuser, hein, comme d'habitude en SEO. Je pense que je pourrais en dire plus en milieu d'année 2021 pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Mais pareil, c'est une tendance qu'il faut suivre parce que dans les faits, ça fonctionne. C'est en ligne, notamment c'est en ligne en France, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en ligne aux États-Unis, mais pas encore en France, chez Google, de plus en plus d'ailleurs. Donc c'est en France, ça fonctionne. Quand vous avez la chance d'être dans ce type de système et de phénomène, ça génère du trafic. Voilà, tout est réuni pour que ce soit une tendance à suivre derrière. Donc rendez-vous dans quelques mois pour un petit peu plus d'infos sur Discover. Cinquième partie, les podcasts. Les podcasts, un nouveau mode de communication. Hein, je sais que j'ai un peu de mal avec les podcasts parce que je vois avec les amis ou les connaissances qui utilisent les podcasts. Ils écoutent souvent des podcasts dans le métro. Il y a encore des gens qui prennent les transports en commun, hein, depuis un an. Et voilà, c'est plutôt dans le métro, on va mettre les oreillettes pour écouter un podcast sur un sujet ou un autre. Alors moi, je ne suis pas du tout oreillette, je ne suis pas du tout transport en commun, non, puisque je travaille à la maison. À Heiligenstein, il y a assez peu de transports en commun. Donc voilà, je ne suis pas de la génération podcast, donc j'ai un peu de mal à m'y mettre personnellement. Et pourtant, c'est très utilisé. Donc effectivement, hein, je ne parle pas de Clubhouse. Hein, finalement, Clubhouse, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Je n'ai pas d'iPhone, donc je n'ai pas testé encore Clubhouse. Mais c'est finalement un petit peu une espèce de podcast, quoi. L'audio, oui, ok. C'est que ça... C'est utilisé, il y a des moteurs de recherche, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut se pencher.
C'est très tendance, donc oui, c'est pareil. Je ne peux pas en parler beaucoup parce que c'est pas mon quotidien, le podcast, mais on voit bien qu'il y a des choses qui se passent et que, ne serait-ce oui, qu'avec des systèmes de type Clubhouse, alors je ne sais pas du tout quoi penser de Clubhouse puisque je n'ai pas testé encore, hein, je n'ai pas acheté un iPhone pour ça, mais ça va venir sur Android et je testerai. Alors voilà, tout ce qui est autour de l'audio peut avoir un intérêt, on va voir, à suivre. Et l'index mobile first, donc l'index mobile first, hein, c'est donc le fait que pour explorer un site, les robots de Google utilisent la version mobile, donc le Google Bot. Alors c'est fin du projet en mars 2021, donc on est le 17 mars, donc on est en plein dedans. Ça va se terminer ces jours-ci. Donc à partir d'avril, hein, d'une façon générale, les robots de Google ne consulteront et ne crawleront et n'exploreront plus que la version mobile du site. Sauf s'il n'y a pas de version mobile, il va bien sûr aller crawler la version desktop. Bon, ben voilà, ben effectivement, lorsqu'on va crawler, lorsqu'on va tester, lorsqu'on va analyser le site, hein, le site sur lequel on travaille, c'est la version mobile, tout simplement, hein, du site web. Alors, en règle générale, le passage dans l'index mobile first d'un site web, il y en a eu beaucoup en août-septembre 2018, hein, ça commence à dater maintenant, mais voilà, votre site est certainement aujourd'hui dans l'index mobile first, ça a été normalement neutre, hein, il y a dans les paramètres de la Search Console, il est indiqué la date de passage de votre site dans l'index mobile first. Bon, d'une façon générale, si le site mobile reflétait le contenu du site desktop et était responsive, bon, il n'y a pas eu de problème majeur, hein. Voilà, c'est plutôt de la plomberie interne chez Google, je dirais, hein. Mais normalement, vous n'avez pas eu de problème, vous ne devriez pas avoir eu de problème lors du passage de votre site dans l'index mobile first. À vérifier au niveau de la date dans la Search Console, mais ça ne devrait pas poser de problème. Et puis, ben voilà. Donc, le plus important derrière, c'est aujourd'hui, on travaille en termes de SEO, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr, il faut une version desktop et une version mobile, mais en termes de SEO, on travaille sur la version mobile, puisque c'est celle-là qui est analysée par Google, que ce soit pour Google Desktop ou Google Mobile. Hein. Google ne lit plus la version desktop, ou quasiment plus. Hein. On voit en analysant le trafic, en analysant les explorations, que Google continue à lire un peu le site desktop, mais c'est plus pour des questions de vérification, ce type de choses. Mais ce qui est analysé pour le SEO, c'est bien le site mobile, la version mobile du site. Voilà pour les petites tendances à suivre, hein, qui me semblaient intéressantes. On va switcher sur 5 tendances dont on parle beaucoup ou plus ou moins, mais qui me semblent un petit peu moins intéressantes à mon avis. Ça n'engage que moi, hein. C'est vraiment mon avis personnel et je le partage. Mais voilà, je vais essayer d'expliquer pourquoi ces 5 tendances ne me semblent pas très intéressantes en termes de SEO. Ou en tout cas peut-être un peu surévaluées. Le vocal. Donc le vocal, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'entend plus parler de la recherche vocale, hein, quasiment plus. Hein. Il y avait une grande tendance, tout le monde a beaucoup parlé de ça. Et puis, ben, voilà, c'est plus du tout dans l'actualité, ce que je comprends d'ailleurs. Hein. Je pense que déjà, il ne faut pas mélanger tout ce qui est interface vocale et recherche vocale. L'interface vocale, c'est, chez moi, j'ai mon Google Home, mon Alexa. Si je veux écouter de la musique, je vais demander Alexa, joue un morceau de Dire Straits, je ne sais pas, ou autre. J'aime bien Dire Straits. Voilà, mais c'est une interface vocale, je ne fais pas une recherche sur le web. Si je veux envoyer un SMS à quelqu'un, je vais dicter le SMS vocalement et ça va en faire une version texte sur mon smartphone. Pareil, c'est une interface vocale. Donc l'interface vocale, l'interface homme-machine vocale, hein, je donne un ordre finalement vocal. Ça, pour moi, c'est vraiment très intéressant. Ça permet de faire plein de choses différentes.
j'aime beaucoup, hein, la domotique, la vie quotidienne, dans le système embarqué, dans les voitures, tout simplement, quand on conduit. Quand on conduit, il y a un son, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Quand on conduit, je sais pas, trouve-moi une station-service pas loin. Enfin, on peut imaginer des tas de choses ou des milieux difficiles dans lesquels il n'est pas évident d'utiliser son smartphone, hein, je sais pas, sous la douche, etc. Enfin, l'interface vocale, c'est clair, c'est intéressant. On peut faire plein de choses avec on visualise ce qu'on peut faire. La recherche vocale, par contre, je vous avouerai, hein, je regarde ça depuis 5 ans, 5-6 ans maintenant. Hein, je la suis à la culotte, la recherche vocale. J'ai fait des tests pour comprendre comment tout ça fonctionne. Je ne vois pas l'intérêt, honnêtement. Je ne vois pas l'intérêt de faire des recherches vocales, si ce n'est qu'on vocalise la question, ok. Mais enfin, derrière, le marché n'est clairement pas mûr et il mûrit très, très lentement. Il y a trop d'acteurs. Hein. Il y a Amazon, Google, Microsoft, Apple, Samsung. Et ils ont tous des technologies qui sont pas compatibles entre elles. Donc, bonjour les problèmes. Hein, donc, il y a finalement autour de vous qui utilise la recherche vocale au quotidien. Moi, je connais personne. Hein. Je connais personne autour de moi qui utilise, et encore moins moi, qui utilise une vraie recherche vocale. C'est-à-dire, je fais une recherche sur Google ou sur Yahoo, sur Bing, je sais pas moi, sur un moteur de recherche, et j'ai la réponse vocalisée. Il n'y a qu'une seule réponse possible, en plus, hein, une question, une réponse. Et souvent, les questions demandent plus de nuances, hein, et on préfère avoir 7, 8, 9, 10 résultats dans une page de résultats, dans une SERP, qu'une seule réponse qui est la vérité selon Google ou la vérité selon Bing. C'est pas très pertinent souvent. Il y a pas ou peu d'images, alors maintenant, soit via le smartphone, soit via les nouvelles enceintes connectées, il commence à y avoir des écrans, bien sûr. Enfin bon, c'est bon, le smartphone, on va taper la raquette et puis qu'est-ce qu'on s'embête à vocaliser. Enfin, puis c'est souvent pas une vraie recherche vocale. On va vocaliser la question, mais la réponse finalement, elle sera classique. Et puis derrière tout ça, en SEO, comment générer du trafic avec la recherche vocale? Ben là, je ne sais pas, moi, je n'ai pas de réponse à ça. Et même, c'est plutôt tendance à ne pas du tout générer de trafic, hein, puisque la réponse, le moteur là, il la vocalise, mais il n'y a pas de lien, il peut y avoir un lien, mais enfin, bon, il faut aller le chercher. Il n'y a pas de trafic, finalement, qui est généré par une recherche vocale. Donc, en termes de SEO, c'est pas bon. Enfin, c'est pas un générateur potentiel de trafic. Donc, tout ça fait que, finalement, est-ce qu'une recherche vocale est plus pertinente qu'une recherche classique? Je dirais non. Est-ce qu'elle est plus simple? Bon, globalement, pas vraiment. Et en fait, elle essaie plutôt de remplacer. Alors, par exemple, la recherche visuelle, elle complète une recherche classique. C'est intéressant, les deux restent parallèles finalement. Alors que la recherche vocale, ça essaie de faire la même chose que la requête classique, mais finalement, on s'aperçoit que c'est moins bien. Et puis, au bout d'un moment, on décroche et on abandonne et on laisse tomber. C'est pour ça que, on le sait, hein, depuis plus de 20, 25 ans, ce qui marche sur Internet, c'est l'usage. Le UGP, c'est l'usage. Est-ce qu'on utilise ou est-ce qu'on n'utilise pas? Il y a des tas de choses qu'on utilise. L'interface vocale, je l'utilise tous les jours, moi, avec des enceintes connectées, etc. Ça peut être pour mettre moins de chauffage dans mon salon ou plus de lumière. Voilà, moi, j'ai domotisé un peu ma maison. Je fais tout à l'interface vocale et ça marche très bien, c'est super. Des recherches vocales, voilà, l'usage n'est pas là, quoi. L'usage n'est pas là, donc du coup, ça prend pas. Et c'est ce que je ressens un petit peu partout. Hein. C'est ce que je dis un peu depuis un an ou deux, hein, pour avoir jugé tout ça, pas jugé, mais testé tout ça. Je le sens pas. Voilà, je le sens pas. On verra. Hein. Faut se lancer. Hein. On verra bien. Hein. Peut-être que j'ai tort. Hein. Je serai le premier à le comprendre. Deuxième point, la web perf, le temps de chargement des pages.
le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en entend beaucoup parler, encore plus en ce moment, puisqu'il y a un nouveau machin qui est prévu par Google dans quelques semaines, dont je vais parler. Donc la web performance, c'est le fait qu'une page web prend ou pas du temps pour se charger. Est-ce qu'elle est rapide, est-ce qu'elle est moyennement rapide, ou est-ce qu'elle est lente, etc., etc. Alors où est-ce qu'on en est en 2021 et en mars 2021? C'est bien sûr capital pour l'internaute. Donc en termes d'UX, d'expérience utilisateur, on est tous des internautes. Si ça rame, on se barre et on va ailleurs parce qu'on va ailleurs sur un site qui va plus vite. Donc ça, c'est évident, que ce soit sur desktop et encore plus sur mobile où parfois le réseau est moins bon, on n'a pas toujours de Wi-Fi, etc. etc. On n'a pas encore la 5G. Enfin voilà, c'est capital pour l'internaute. Il faut un site qui va vite. Donc ça, c'est clair, c'est évident, il n'y a pas à revenir dessus. Pour le crawl, en termes de budget crawl, on peut penser, et ça semble logique de penser qu'un site qui se charge rapidement sera mieux crawlé, mieux exploré par les robots, puisque un budget crawl, dans le cadre des ressources mises en place par le moteur pour crawler un site, si ça speed derrière, il y a plus de pages qui sont explorées. J'ai mis un petit point d'interrogation parce que je n'ai jamais vu d'études qui le montrent, qui le prouvent, mais voilà, c'est logique, assez logique, donc voilà, ok, je dis c'est bien pour le crawl. Il faut rappeler que ça n'a quasiment aucune influence sur le classement. Hein, je le dis, je le répète depuis pas mal de temps, je ne voudrais pas que les gens soient déçus par le fait d'améliorer les temps de chargement de leur site et de s'apercevoir qu'ils ne gagnent pas une place. Alors que c'est ça qui se passe aujourd'hui, vraiment. Il y a eu quelques cas où des sites très très lents ont été pénalisés, plus ou moins pénalisés par Google, mais c'était des sites qui mettaient 15 secondes à s'afficher. Quand vous avez 15 secondes de temps d'affichage, de toute façon, vous n'avez pas de problème SEO, ça fait longtemps que vous n'avez plus de visiteurs sur votre site, donc c'est encore un peu différent. Mais l'idée, ne vous attendez pas à gagner des places avec la web perf. Moi, j'ai aucun exemple mesurable et que j'ai pu mesurer moi-même de sites à qui c'est arrivé, qui ont amélioré les temps de chargement et qui ont gagné des places. Ou peut-être ils sont passés de la 24e à la 23e place, mais voilà, peut-être sur un malentendu, quoi, mais pas beaucoup plus. Donc ce qui va se passer en mai 2021, la mise à jour ou la nouveauté Google qui a été annoncée, ce sont donc les Core Web Vitals, les signaux web essentiels, avec 3 KPI, trois indicateurs clés, le LCP, le FID et le CLS. Alors je passe les détails, la littérature est abondante à ce sujet sur Internet et notamment sur Abondance et son site mère ou fille, je ne sais pas, Réacteur. Donc il y a des critères, LCP, FID, CLS, tel score c'est bon, tel score il faut améliorer, tel score c'est pas bon. Voilà, en gros. Et pour avoir, c'est ce que dit Google en tout cas, pour avoir un boost en termes de SEO à partir du mois de mai, lorsque ça sera mis en place, il faudra que les 3 scores soient bons, soient au vert. Les 3 scores devront être au vert. Bon. Il y a des tas d'outils aujourd'hui, la Search Console qui vous donne des indications au niveau de votre site, en tout cas sur un échantillon de pages, sur ces 3 indicateurs. Qu'est-ce que ça va pas, c'est bon, c'est amélioré, c'est pas bon. PageSpeed Insight, page par page, pour avoir des informations un petit peu plus spécifiques sur le sujet. Ou GTmetrix aussi, qui permet d'aller assez loin pour savoir élément de la page par élément de la page, qu'est-ce qui rame, qu'est-ce qui va pas vite, etc. Alors, il faut bien voir que la web perf, c'est un ensemble, c'est une thématique. Dans la web perf, il y a le temps de chargement des pages. Et dans le temps de chargement des pages, il y a les Core Web Vitals de Google, ce qui va, selon Google, influer sur le SEO, j'en reparlerai après, à partir du mois de mai. Donc, les Core Web Vitals font partie du temps de chargement des pages, et le temps de chargement des pages fait partie de la web perf. Donc, c'est vraiment les Core Web Vitals de Google, SEO Web Essentiel, c'est vraiment une toute petite partie de la web perf, mais a priori, c'est celle-là qui influence en SEO, et comme je parle de SEO aujourd'hui, c'est de celle-là que je parle. Mais vous pouvez faire plein de choses en web perf qui ne vont pas toucher
les 3 critères des Core Web Vitals, hein, ou pas. Donc, est-ce que ça peut devenir un critère de pertinence important? Bah non, non, bien sûr que non, c'est impossible. Enfin, c'est même logique, hein. C'est pas parce qu'une page s'affiche vite qu'elle est pertinente. Elle est pertinente parce qu'elle a un contenu pertinent, parce qu'elle est bien optimisée techniquement éventuellement, parce qu'il y a les bons mots-clés dans les bonnes balises, mais pas parce qu'elle s'affiche vite. Éventuellement, si 2 pages sont très proches en termes de score de pertinence, ben, c'est peut-être la plus rapide qui va passer devant. Donc, c'est vraiment un critère très secondaire, en fait. Mais ce qui est important, c'est la pertinence, avant tout. Donc, voilà, ça ne peut pas changer le monde du SEO, c'est impossible. Et Google l'a dit, hein, Google, en ce moment, il n'arrête pas. Il le dit, il le redit, il le redit. Attention, hein, ne vous attendez pas à des gros changements en mai 2021. Et ça nous fait penser aussi que c'est important lorsqu'il y a de la communication Google, lorsqu'on entend des choses, il faut tester. Il faut tester, il faut mesurer. On tire souvent des conclusions trop hâtives sur tel sujet ou tel sujet. Je suis persuadé, alors on va dire à 95%, parce qu'on n'est jamais persuadé à 100% en SEO, mais je suis persuadé à 95% qu'au mois de mai 2021, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer, ça ne va rien changer, ou ça sera vraiment à la marge, tout ce qui va se passer. En même temps, beaucoup de sites web auront travaillé leur web perf et les internautes seront heureux, donc super, super, voilà, très bien. Pour les internautes, c'est génial, pour le crawl, ce sera bien, mais voilà, on ne va pas gagner les places, hein. Enfin, je suis quasiment certain. L'intelligence artificielle, 3e point, qu'est-ce qui nous prépare notre ami Google là-dedans? Alors, a priori, il aurait lancé en novembre 2020 un nouvel algorithme pour lui permettre de mieux comprendre les requêtes mal orthographiées. Ça aurait touché 10% des requêtes. Bon, on n'a pas vu, c'est un peu de la plomberie interne, hein, parce que lui, ça lui permet de mieux bosser. Et dans les tuyaux actuellement, il y a l'algorithme passage indexing, passage crawling, passage au pluriel, enfin il a reçu plusieurs noms, qui est le fait en fait de trouver une information à l'intérieur d'une page qui ne parle pas obligatoirement de ce sujet-là. C'est un peu l'aiguille dans une botte de foin. Ça va permettre à l'algorithme de Google de mieux identifier certains passages à l'intérieur d'une page qui parlent d'un sujet très précis, et donc de les renvoyer dans les résultats de recherche, ce qui n'était pas le cas avant. Ça a été lancé aux États-Unis il y a peut-être 15 jours, quelque chose comme ça. Ce n'est pas encore disponible en France. Bon, on va voir ce que ça donne. A priori, ça n'a pas révolutionné le SEO aux États-Unis. Je ne pense pas que ce soit le cas. Là aussi, c'est plutôt de la plomberie interne. On ne peut pas optimiser ces pages pour passage indexing. C'est pas possible. C'est même plutôt pas recommandé. Donc voilà. En fait, l'intelligence artificielle, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des nouvelles choses qui sont intégrées par Google, mais l'idée, c'est plutôt, en fait, qu'est-ce qu'a amené l'intelligence artificielle? Ça a amené que les algorithmes sont de plus en plus complexes, et notamment les systèmes d'apprentissage automatique, de machine learning, qui font que finalement les algorithmes apprennent eux-mêmes de ce ils apprennent au quotidien et ils s'améliorent sur la base de ce qu'ils apprennent. Et nous, en termes de SEO, en fait, ça devient extrêmement difficile de comprendre ce qu'il y a dans les algorithmes de Google, hein. Plus personne ne comprend, hein. Même chez Google, il n'y a plus grand monde qui comprend comment ça marche, le truc. Je plaisante, mais je pense que j'en suis pas loin. Et en fait, il y a quelques années, hein, lorsqu'il y avait un update Google, lorsqu'il y avait une mise à jour Google, on disait, voilà, là c'est, je sais pas, le contenu, les liens, parfois c'était la balise title, on savait ce qu'il y avait dans une mise à jour Google. Aujourd'hui, c'est terminé. Depuis 2 ans, il y a plus personne n'est capable de dire, tiens, il y a eu une mise à jour Google, ce qu'on appelle les core updates, hein, les mises à jour, comme les grosses mises à jour, comme il y en a 3 ou 4 par an. Il y en a eu 3, par exemple, en 2020, à ma connaissance, 3 ou 4, je ne sais plus. Janvier, mai et décembre, je crois. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On ne sait pas. Personne ne sait. Il y a eu des changements, hein. Certains sites, ça a été totalement transparent. Certains sites ont perdu du trafic, certains sites en ont gagné.
Bon, ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pas mal de gens qui viennent après une core update pour me dire j'ai perdu du trafic, hein. Ils viennent rarement quand ils ont gagné, hein. Ils viennent plutôt quand ils ont perdu. Donc, on analyse le site et on trouve toujours qu'est-ce qui ne va pas. Mais par contre, c'est jamais la même cause. Pour un même core update, c'est jamais la même cause d'un site à l'autre. C'est là qu'on voit qu'en fait, c'est vraiment, c'est devenu très granulaire en fait l'analyse, qu'on ne peut plus donner on n'a plus une vision globale, une vision macroscopique des algorithmes. Tout se fait à l'échelle du site, hein. Voilà. Tel site, il y avait un problème, la publicité était trop visible, par exemple. Tel site, il y avait des problèmes de crawl, tel site, autre chose. Enfin, il y a trop de contenu dupliqué. Enfin, on peut imaginer plein de choses en fait qui font que le moteur a mal réagi par rapport à une situation. Je ne parle pas du spam, bien sûr, c'est encore autre chose. Mais c'est devenu au cas par cas. Aujourd'hui, le SEO, c'est vraiment au cas par cas et site par site que se fait l'analyse, ce qui n'était pas obligatoirement le cas il y a 5 ou 6 ans, par exemple. Voilà, tout ça. Et tout ça, c'est parce qu'il y a de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle globalement intelligence artificielle, et que c'est devenu de plus en plus complexe, que les algorithmes sont devenus de plus en plus complexes. Quatrième point, les web stories. Les web stories, alors je crois que j'ai une petite animation. Bon, c'est sur un peu dans le suivi des stories sur Instagram ou sur Facebook ou TikTok ou voilà, un peu ce nouveau format hein, qui est un petit peu des contenus animés assez courts, très imagés, très visuels. Alors, à ma connaissance, ça n'est encore disponible dans les pages de résultats de Google qu'aux États-Unis et dans certains domaines très précis. Je ne crois pas que ça soit disponible. Je ne l'ai jamais vu en France, en tout cas. Donc je ne pense pas que ça soit disponible. Google a sorti notamment un plugin WordPress pour créer des stories, hein, parce que c'est un format complètement différent. Voilà. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça ne va pas prendre? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un gros engouement pour ça. Il y a tellement de stories un peu partout sur les réseaux sociaux. Est-ce que les stories sur le web vont prendre? C'est à voir. Gros point d'interrogation. Je le sens moyennement, je dois le dire. Mais on verra. On verra. C'est encore trop tôt pour en parler. Mais je ne sens pas de grosses vibrations autour de ça. Mais bon, je peux me tromper aussi. Et le SXO, pour terminer, alors ce qu'on appelle le SXO, c'est le fait d'intégrer le SEO et l'UX. Je trouve le terme de SXO ou la tendance SXO est intéressante, mais ça dépend de ce qu'on met dedans en fait. Si le SXO, il faut faire de l'UX pour être bien classé, je pense qu'on se viande complètement. Il y a très très peu de critères UX à ma connaissance. Hein, il y a très peu de critères UX d'expérience qui sont sur l'expérience utilisateur dans l'algorithme de Google, qui permet d'être bien classé. Je n'en vois quasiment pas. On peut parler de la compatibilité mobile, peut-être. Ouais, ça, je suis assez d'accord. Mais à part ça, non, hein, on voit des inepties comme le taux de rebond, ce type de choses. Enfin, c'est évidemment que ce n'est pas un critère de pertinence, ce serait même complètement illogique. Donc, le SXO en tant que possibilité de se positionner, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Par contre, si on prend le SXO comme avec une vision de type l'UX, c'est la suite du SEO. Le SEO fait venir du trafic sur le site et l'UX le fait convertir. Ah ouais, ça d'accord. Hein, parce que si vous faites venir en SEO du trafic des internautes sur votre site, mais que votre site derrière il est tout mal fichu et que les gens repartent, voilà, vous avez généré du trafic, très bien, mais vous n'avez pas converti. Ça n'a pas transformé. Donc pas bon. Donc pour moi, l'UX, en fait, c'est plus l'étape suivante, l'étape qui suit le SEO. Et qui peut être un peu en osmose en fait avec le SEO, hein. Mais c'est le SEO fait venir et l'UX se transforme. Voilà, c'est ça. Le SEO prépare l'essai et l'UX transforme l'essai en termes rugbystiques. Et là, d'accord, ok. Le SXO, c'est une science, enfin une façon de travailler qui englobe le SEO et l'UX, mais l'un derrière l'autre, en bonne osmose. Et là, par contre, effectivement, je pense que c'est une bonne vision du SXO.
Mais faire de l'UX pour être mieux classé, bah, c'est pareil, je n'y crois pas trop. C'est un peu comme la WebPerf et autres, hein, tous ces trucs-là. La WebPerf, a priori, fait partie de l'UX. Voilà pour ces présentations. Hein. Je crois qu'il y avait 11 points, hein, qui me semblent plus ou moins, 11 tendances plus ou moins intéressantes. Je voulais conclure finalement pour dire, OK, mais avec tout ça, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, hein, comment est-ce que tout ça a évolué? Alors, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis bah, le SEO, bientôt, ça va faire 30 ans que ça existe, hein, avec le web finalement, hein, et les premiers moteurs de recherche. Quelle est l'évolution? J'ai essayé de mettre dans cette slide, pour moi, les 12 points indispensables à avoir sur son site web pour faire du SEO. On verra qu'a priori, il n'y a aucune des tendances dont je vais parler aujourd'hui. Donc la technique, hein, avec des bonnes balises title, des bonnes balises H1, H6. Alors je vais faire tout un tas de vidéos sur Abondance dans les semaines qui viennent sur ces différents points. Donc restez connectés sur Abondance parce que je vais les détailler sur mon site au fur et à mesure des semaines qui viennent. J'ai mis en ligne hier une première vidéo d'introduction sur ces sujets, donc soit sur ma chaîne YouTube, soit sur le site Abondance. Hein, tout ça va être détaillé dans les semaines qui viennent. Donc la technique avec des bonnes balises title, chaque page a sa balise title originale et bien structurée, des balisations H6 qui permettent de comprendre de quoi parle la page en termes de structuration du contenu éditorial, une balise métadescription qui permet d'obtenir un meilleur taux de clic dans les résultats de recherche. D'ailleurs, tout ça, ce n'est pas obligatoirement des critères de pertinence, hein. Ce sont des critères SEO, avoir un site qui est visible et qui génère un trafic de qualité. Des balises canonical, hein, chaque page d'un site doit avoir sa balise canonical qui va dire je suis canonique ou je suis dupliqué. Une bonne gestion du budget crawl, c'est-à-dire on ne présente au moteur que ce qui est intéressant, que les pages qui sont intéressantes pour lui et donc pour les internautes derrière. Des bons liens, c'est-à-dire des liens depuis, si possible, des pages qui sont dans la même thématique que la vôtre, dans le même domaine, depuis des pages populaires, donc plutôt la page d'accueil ou plutôt des pages elles-mêmes populaires plutôt que la page partenaire ou des pages qui n'ont rien à offrir en termes de popularité, avec des encres bio, hein, tout ça je vais le définir aussi hein, dans mes vidéos, mais voilà, pas de cliquer ici, pas de lire la suite, et puis pas d'encre de lien, pas de texte cliquable hein, qui ressemble à une requête par exemple. C'est des choses qu'on voit encore trop souvent aujourd'hui, beaucoup moins qu'avant hein, heureusement, mais voilà, il ne faut pas que ça ressemble à une requête, il faut que ce soit un texte en bon français normal quoi. Et puis le rédactionnel, bien sûr, hein, le volume de texte est important, c'est entre 600 et 800 mots qui semble être un peu la moyenne aujourd'hui, ou plus éventuellement, mais enfin à plus personne n'ira. Un bon choix de la requête aussi, hein, courte traîne, moyenne traîne, longue traîne. Au début, on va viser la longue traîne et puis on va essayer de s'orienter sur la courte traîne hein, le plus rapidement au fil du temps. La qualité du contenu, hein, répondre à l'intention de recherche de l'internaute, hein, c'est vraiment important, avec la meilleure qualité de contenu possible. Et puis un champ lexical riche, hein, on choisit une requête et derrière on va prendre en compte un champ lexical qui explique la requête, donc des synonymes, des mots qui sont proches, des mots d'un champ lexical qui vont expliquer de quoi parle la page de la façon la plus riche possible. Il y a des tas d'outils aujourd'hui hein, qui permettent de faire ça. Là aussi, pareil, l'information est foisonnante sur Abondance et sur le web. 12 autres critères un peu secondaires, mais qui me semblent importants aussi. Hein. Souvent, en fait, lorsqu'on a fait les 12 premiers, ben, on a les 12 derrière qui suivent. En technique, ben, les balises hreflang pour tout ce qui est à l'international, c'est obligatoire. Les balises de pagination pour les contenus paginés, hein, 1, 2, 3, 4, parfois on les oublie, c'est souvent plus ou moins bien fait. Ça reste encore quelque chose d'important aujourd'hui, hein, malgré tout ce qu'on a entendu dans le passé. Les balises de pagination sont indispensables. Bien sûr, la compatibilité mobile, mais enfin aujourd'hui, ça semble impensable de sortir un site qui n'est pas compatible mobile. L'HTTP1, hein, pas d'impact SEO, mais c'est le nouveau standard. La WebPerf, j'en ai parlé. Des URL propres, intelligibles. Un sitemap XML. Alors, je me suis longtemps posé la question sur l'intérêt des sitemaps XML. Je crois qu'aujourd'hui, je ne me la pose plus. Hein. On a un site web, on fait un sitemap XML, quelle que soit la taille.
un ou plusieurs d'ailleurs, sitemap XML, mais quelle que soit la taille, je pense que c'est aujourd'hui indispensable. Des redirections, mais si on doit faire des redirections, on les fait en 301, redirection définitive. Les balises de données structurées, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont aussi intéressantes. Le rédactionnel, les mots en gras, les attributs alt des images. Donc chaque image qui a un sens a un attribut alt rempli, qui décrit l'image, ou en tout cas qui propose un contenu qui est lu comme du texte par les moteurs. Et puis dans les liens, les maillages internes, hein, le fait de faire en sorte que les robots des moteurs ne s'arrêtent jamais lorsqu'ils lisent un contenu éditorial, mais qu'ils aient à leur disposition des liens pour aller vers d'autres pages connexes du site. Donc en fait, un robot, il doit toujours continuer à circuler sur un site. Il n'y a pas d'impasse pour lui. Et là, on a... Alors, si je prends la slide précédente, là, on a 80% du SEO, à mon avis. Là, on a 15%. Donc, voilà, avec 24 critères, on a 95% du SEO. Après, ça va beaucoup dépendre de tel site ou tel site. Ça va être très spécifique, hein, les 5% restants. Mais voilà, quand Google dit qu'il prend en compte 200 critères de pertinence, moi, je veux bien le croire. Hein. N'empêche que des critères vraiment importants, à mon avis, ils sont là. Encore une fois, c'est l'évangile selon saint Olivier, hein, mais voilà, ça n'engage que moi. Le SEO a-t-il vraiment changé? En fait, pas tant que ça. Hein. C'est quelque chose que je dis souvent, hein, mais un site web qui est bien conçu, qui est performant aujourd'hui, ou qui était performant il y a 10 ans, il est encore aujourd'hui. Je pense qu'un site web qui est bien fait aujourd'hui, je m'avance encore plus, hein, mais je pense qu'il sera encore pertinent dans 10 ans. On verra, hein, mais voilà, c'est pérenne. Le SEO de qualité, c'est vraiment pérenne à partir du moment où on n'essaie pas de tricher, où on n'essaie pas de faire des choses qui sont interdites. Et souvent, quand je discute avec des gens, avec des clients ou avec d'autres SEO, je pose la question, donne-moi un critère SEO capital qui soit apparu depuis 10 ans. Quelque chose qui joue dans le classement, hein. Bien sûr, après il y a plein de choses, mais quelque chose vraiment un truc très important qui fait qu'un site web est mieux classé dans les résultats. Alors, compatibilité mobile, il y a un vrai débat là-dessus et le débat est ouvert, ok, ça n'avait pas de souci, mais en dehors de ça, moi je connais aucun critère SEO vraiment capital, hein, mais bon, je suis ouvert à la discussion, mais je connais aucun critère SEO super important qui soit apparu depuis 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, il s'est passé des tas de choses. Hein. Sur Abondance, je fais l'actualité quotidienne et ça fait 23 ans que je fais l'actualité quotidienne et qu'il y a de l'actu chaque jour. Donc c'est bien qu'il se passe des choses, hein, bien sûr. Il y a plein de choses qui se passent. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien dans les années qui viennent. Mais ce que je veux dire, c'est que les fondamentaux, ils sont là, ils sont solides, ils existent et ils ne sont pas toujours mis en place. Ce qui est un petit peu dommage en fait. Donc le SEO continue sa lente évolution, tranquillement. Hein. C'est un métier sans révolution. Je crois que la dernière révolution, c'était l'arrivée de Google. Ça commence à dater un peu quand même. Mais voilà, après, voilà, par contre, c'est une évolution douce, lente et constante. C'est pour ça qu'il faut toujours faire une veille pour voir les nouvelles choses hein, qui arrivent, souvent à la marge un petit peu. Mais je ne vois pas de révolution en 2021, hein, mais plein de petites choses qu'on a vues et qui sont intéressantes. Voilà pour cette présentation de ce matin, que je vous remercie d'avoir écouté, et je propose que on vienne aux questions, si vous en avez. Alors, oui, merci Olivier. Ce que je te propose effectivement, alors soit tu peux afficher le chat, alors si on remonte, première question autour des balises, quand tu as évoqué schéma.org, est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à un novice, à un non spécialiste, compréhensible, est-ce qu'il peut lui-même travailler ensuite ces balises sur le site, ou est-ce qu'il vaut quand même mieux faire appel à un pro? En fait, il y a plein d'outils aujourd'hui hein, qui permettent d'intégrer les balises de données structurées. Alors dire que c'est un lit de rose, comme diraient nos collègues anglais et anglophones, je n'irai pas jusque-là. Il faut avoir comprendre à peu près comment fonctionne le JSON-LD. Il ne faut pas être développeur. Il ne faut pas être développeur pour ça.
il y a quelques heures de vol. Il y a quelques heures de vol à faire, mais il y a pas mal d'outils. Moi, j'utilise l'outil de Merkle, notamment MERKLE. Je vais peut-être le mettre dans le chat. Si je mets des choses dans le chat, les gens le verront? Oui, oui, tout à fait. Ah ben alors, attendez, je vais mettre dans le chat. Voilà, un outil qui est un markup, un générateur Merkle schéma générateur. Je vais mettre comme ça, c'est pas le nom exact, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est l'URL. C'est un outil, en fait, vous dites, ben voilà, moi je veux créer je veux créer par exemple une balise de données structurée de type FAQ. Et il va vous dire, ben voilà, tape ta question, tape ta réponse, question 1, réponse 1, question 2, réponse 2, question 3, réponse 3. Et derrière, sur la droite de l'écran, il va générer le code. Et ben, il n'y a plus qu'à faire un copier-coller et le mettre, par exemple, sous WordPress. On va faire un bloc code HTML et personnalisé. Et puis, on fait un copier-coller. Voilà. C'est pas non plus trivial, mais c'est pas non plus d'une complexité monstrueuse. Alors, il y a des outils comme Yoast aussi sur WordPress notamment, ou des plugins spécifiques qui permettent de faire des choses à ce niveau-là. Bon, il faut un peu fouiller. C'est voilà, c'est un petit peu ça. Rien d'immensément complexe, rien de trivial. Comme d'habitude, faut bosser, quoi. Faut regarder un petit peu, mais on n'a pas besoin d'être développeur. Tout ce test, c'est pas très très compliqué. Alors, Okay. Google a aussi un outil de test des balises de données structurées, donc il y a un outil de test des balises de données structurées. Mais je vais là. Alors, il va disparaître, mais il y en a un autre qui va prendre la main, mais de toute façon, l'URL est sur la page d'accueil. Voilà. Ça, c'est l'outil de test de Google. Vous donnez l'URL sur cet outil de test et il va vous dire, ben voilà, telle balise ça va, telle balise ça va pas. Voilà. Enfin, c'est un outil de test de votre page qui contient les balises de données structurées. Bon, il y a des tas d'outils aujourd'hui qui permettent de s'affranchir du côté un peu trop technique du langage JSON-LD. Ok. Une question quand tu as évoqué la notion de crawlable ou indexé ou indexable, comment on voit ce qui est crawlable ou indexable ou indexé? Ce qui est crawlable, c'est toutes les pages qui ne sont pas interdites par le fichier robot.txt. Le fichier robot.txt, voilà. Il va dire, s'il n'y a pas de fichier, imaginons il n'y a pas de fichier robot.txt, toutes les pages sont crawlables. Okay. S'il y a un fichier robot.txt qui va dire là, tu n'as pas le droit d'aller, là, tu n'as pas le droit d'aller, il va dire ça au robot. Alors, en fait, c'est le robot.txt qui va donner les indications. Pour regarder derrière concrètement, on va utiliser un outil de crawl. Un outil de crawl, moi j'utilise Screaming Frog par exemple. Screaming Frog qui est un outil de crawl qui va crawler. Alors, par défaut, Screaming Frog va respecter le fichier robot.txt, donc il ne va crawler que les pages crawlables. Mais on peut aussi lui dire de ne pas respecter le fichier robot.txt. Là, il va crawler toutes les URL. L'outil de base pour tester le crawl, c'est un outil de crawl de type Screaming Frog ou OnCrawl ou Botify, qui sont des outils aussi payants, SEOlizer, enfin il y en a beaucoup. Pour tout ce qui est indexation, c'est plutôt la Search Console de Google, avec le rapport couverture, qui va dire, ben voilà, écoute, moi, voilà ce que j'ai crawlé, voilà ce que j'ai accepté, c'est un rapport qui s'appelle valide, les pages valides. Et sinon, il y a un rapport qui s'appelle exclu, et il dit, ben voilà, et Google va dire, voilà les pages que j'ai prises, et voilà les pages que j'ai refusées, avec la raison du refus. J'ai refusé parce qu'il y avait du contenu dupliqué, j'ai refusé parce que l'URL était redirigée, parce que, etc., etc. Alors, ça demande un peu d'heures de vol, l'analyse, que ce soit du crawl ou de la Search Console. Il n'y a rien d'immensément complexe, mais il faut avoir un peu d'expérience, en fait, c'est surtout ça. Il faut tester sur des petits sites avant d'attaquer des gros sites, parce que, évidemment, plus le site est gros, plus l'analyse est complexe, parce que plus il y a de data.
Donc ça, c'est une partie qui demande un peu d'expérience. Toute la partie crawl, j'aurais tendance à dire qu'au début, il vaut peut-être mieux se faire aider par quelqu'un qui connaît bien, quitte à ce que, une fois qu'on a intégré le truc, c'est bon, ça roule. Mais c'est pas la partie la plus simple du SEO, clairement. Pourtant, c'est super intéressant. C'est une de mes parties préférées dans mes audits parce que c'est là qu'on trouve plein de choses, en fait, et qu'on ouvre la porte au moteur. Et c'est vraiment indispensable. Donc, un outil de crawl de type Screaming Frog ou autre, et la Search Console, et on a quand même ce qu'il faut. Alors, la Search Console, l'avantage, c'est que c'est gratuit, c'est que c'est disponible, sans problème. Et là, on a tous les outils, notamment la Search Console, la nouvelle Search Console, qui est beaucoup plus performante à ce niveau que la précédente version. Aujourd'hui, on a quand même deux super possibilités avec les outils de crawl et la nouvelle Search Console. On a vraiment tout ce qu'il faut pour analyser tout ça. Ouais, donc il faut un petit peu d'heures de vol, clairement. Merci. Alors, dans le même ordre d'idée, est-ce que, par exemple, un texte présent dans le HTML, mais avec une propriété no-show dans le CSS, sera crawlé? Est-ce que le CSS est pris en compte pour qualifier les contenus du site? Alors, le CSS, donc CSS, c'est les feuilles de style, les feuilles de style qui sont appliquées au contenu. Le CSS, Google demande à ce qu'il lui soit possible de lire le CSS. Tous les fichiers .css, feuilles de style et .js, JavaScript, doivent être lus, ne doivent pas être bloqués par le robot.txt ou autre, ils doivent être lus par le moteur de recherche, ce qui est le cas aujourd'hui sur la plupart des sites. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google a mis en place un système de ce qu'on appelle de rendering ou de rendition, en fait, un mot barbare pour dire que le moteur veut voir la page comme un internaute qui utiliserait Chrome, le navigateur Chrome. Donc avec les couleurs, la mise en page, des onglets, des accordéons, les menus, etc. C'est pas, Google ne voit plus comme les anciens moteurs juste un code HTML, c'est juste une analyse de code HTML. Aujourd'hui, il y a bien sûr l'analyse du code HTML, mais le moteur veut voir la page comme un internaute lambda qui utiliserait la dernière version du navigateur Chrome, pour être très précis. Parce qu'il veut comprendre comment la page s'affiche. Les WebPerf, évidemment, etc. aussi. Donc, à ce niveau-là, il faut que les fichiers CSS et les fichiers JS soient lisibles par les robots. En revanche, ce qu'il y a dans ces fichiers, notamment en CSS, n'influe pas l'analyse du moteur. Donc, si dans le CSS, il est indiqué que, on le voit notamment pour les images, il y a deux façons d'afficher une image dans une page web. Soit la balise IMG, qui est la balise image de HTML classique, soit le nom de l'image, en fait, l'image va être cherchée dans un CSS. Si c'est dans un CSS, l'image ne sera pas vue par Google. Si c'est la balise IMG, pas de problème, il y aura l'attribut alt, OK, donc du texte en plus. Si, malheureusement, c'est souvent le cas, de plus en plus souvent le cas sur les sites actuels, si l'image elle a été identifiée dans le CSS, elle ne sera pas trouvée pour Google Images, il n'y aura pas d'attribut alt, donc c'est assez mauvais pour le SEO. Donc pareil, si dans le CSS il est indiqué que tel contenu ne doit pas être affiché, Google ne le saura pas. Ne sera pas par défaut. Après, il peut toujours y avoir possibilité pour lui, d'une façon ou d'une autre, de l'identifier par des filtres anti-spam, etc., ou tout simplement sur dénonciation. Enfin, on peut trouver plein de choses et que le site sera... Si ça a été fait pour cacher du texte, plus ou moins vite, le site sera pénalisé. Donc, ce n'est pas une bonne pratique. Mais pour X raisons, Google ne lit pas les fichiers CSS dans son analyse SEO, ça c'est clair. Ok, alors là je vais peut-être combiner deux questions. Une question sur une stratégie SEO et podcast. Est-ce qu'un podcast peut remplacer un blog? Non. Non. Voilà, non, ça peut être complémentaire. En fait, moi, je pense que vraiment le blog aujourd'hui, blog, magazine, article, enfin, on appelle ça comme on veut. Ce qui marche aujourd'hui, c'est le contenu textuel. Une page, elle a du texte à pile ou pas. Une page avec du texte, elle a du texte à pile. Le podcast, aujourd'hui, il n'a pas vraiment de texte à pile. Il a du sound à pile, peut-être, mais non,
en fait, on fait un blog, on fait du texte, en SEO, encore aujourd'hui, on fait du texte, hein, texte, hein, donc, les moteurs sont les obsédés textuels, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas explorer le podcast. Le podcast est plus une nouvelle façon de toucher d'autres personnes, hein, pas obligatoirement en termes de SEO. En termes de SEO, c'est on regarde, on explore. C'est de la R&D aujourd'hui, encore, clairement. En recherche, tu parlais de la recherche vocale avec la réponse unique qui est remontée par les moteurs. Comment un moteur ou un outil va choisir la réponse à fournir à une question posée vocalement? C'est le premier résultat de recherche, c'est quoi? Alors, si on parle de Google, parce que c'est un petit peu le problème du vocal, c'est que chaque technologie fonctionne différemment. En règle générale, Amazon est très mauvais, il n'y aura quasiment pas de réponse. Enfin, ça va être du Wikipédia, ça va être le début de la fiche Wikipédia sur Amazon, ça ne va pas aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ou Amazon a des accords avec tel ou tel partenaires qui vont fournir des informations locales, par exemple. Enfin, c'est pas très bon sur Amazon, la recherche vocale. Celle dont on parle le plus, c'est celle de Google, bien sûr, hein, parce que c'est normal, c'est un moteur de recherche. Normalement, lorsque la question est vocalisée sous la forme d'une question, point d'interrogation, souvent sur le moteur de recherche, on a l'affichage de ce qu'on appelle un featured snippet. Featured snippet, c'est ce qui est en position 0, c'est-à-dire avant la première position. Souvent, on a un petit paragraphe de texte qui est affiché, parfois avec une image et un lien. Qui est un résumé d'une réponse qui est assez pertinente par rapport à la question. Et dans 90% des cas, c'est ce résumé qui sera vocalisé par l'assistant vocal de Google. Donc, si on veut être audible, il faut d'abord essayer d'avoir un feature snippet lorsque la question n'est pas vocalisée, mais qu'elle est tout simplement tapée sur le moteur de recherche. Donc, la plupart du temps, c'est le feature snippet qui est vocalisé, qui est proposé, qui est vocalisé par l'assistant vocal. Il y avait une remarque plus qu'une question, c'est sur l'intérêt de la recherche vocale par rapport aux déficients visuels et non-voyants. Mais là, c'est pour moi aussi deux choses différentes, hein. C'est-à-dire un déficient visuel va avoir des outils spécifiques qui vont simuler finalement un clavier et un retour d'écran, ce qui est différent de la recherche vocale des moteurs. Qu'on est sur deux choses différentes. Alors, il y a une question sur quelque part, est-ce que Shazam, c'est finalement de la recherche vocale ou c'est assimilable à la recherche vocale? Alors, non, c'est la recherche de son musical, voilà. Ouais. C'est entre la recherche visuelle, hein, c'est pas une image, c'est un son. On n'est pas très loin c'est un peu le même domaine, hein, enfin on n'est jamais très loin, ils sont jamais très loin l'un de l'autre, mais c'est plutôt de la recherche musicale, recherche sonore. Ok. Il n'y a pas de speech to text, il y a peu de speech. Enfin, c'est pas seulement du speech to text la technologie derrière. Il y a aussi toute la musique qui est recherchée. Est-ce que l'UX ou l'UI d'un site a un impact sur le SEO au final? C'était une de mes slides. Hein. Ouais. Si l'idée de dire que ça a un impact sur le classement, je dirais globalement non. L'UX n'influe pas le classement d'un site et c'est quelque part assez normal. Il n'y a pas de raison, c'est la pertinence qui joue pour avoir un classement avant l'UX. Par contre, si on estime que l'UX prend en charge le trafic généré par le SEO et le fait transformer, le fait convertir, oui, à ce moment-là, ils travaillent la main dans la main, en fait. Hein. Mais l'un est la conséquence de l'autre ou l'un est la suite de l'autre. Mais penser que le taux de rebond ou le taux de clic dans les résultats de recherche ou enfin tous ces trucs qu'on lit parfois ou le temps d'affichage des pages, tout ça qui fait un petit peu partie de l'UX, penser que ça permet de faire gagner des places, en fait, ça va surtout générer beaucoup de déçus, quoi, parce que c'est pas le cas. Ok. Bon, je crois que tu y avais répondu sur la pertinence de robot.txt et de sitemap. Oui, les deux sont importants. Hein. Robot.txt pour bien expliquer au moteur là où il ne doit pas aller.
et le sitemap pour donner au moteur les URL les plus importantes du site. Donc les deux sont indispensables pour moi, clairement. Puis j'ai une question par rapport effectivement aux vidéos qu'on retrouve de plus en plus souvent. Est-ce qu'il y a un impact de pertinence sur le fait de les avoir sur YouTube avec un lien ou de les intégrer directement sur son serveur? Est-ce que là, il y a un impact le fait qu'il y ait plus de métadonnées, il y a plus de métadonnées possibles sur YouTube, est-ce que ça peut avoir un impact ou pas? Je pense qu'en termes de SEO, ça me semble difficile quand même de ne pas être sur YouTube en termes de vidéos. Je pense que c'est quasiment indispensable parce que la plupart du temps, les vidéos qui sortent dans les résultats de recherche de Google, ce sont des vidéos YouTube. Dans l'immense majorité, ça vient de YouTube. Donc, ignorer YouTube lorsqu'on a des vidéos, ça me semble difficile. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je mets d'abord sur YouTube avec un tout petit texte d'accompagnement sur YouTube, une petite description. Par contre, sur mon site, je mets en embed, donc j'intègre la vidéo YouTube avec beaucoup de texte autour et notamment le transcript de la vidéo. Et ça marche très bien, en fait, ce que je vois, ce que je constate, ça marche bien. Avant, c'était toujours la vidéo YouTube qui sortait d'abord, enfin, qui sortait avant la page de mon site qui affichait la vidéo. Et depuis que j'ai rajouté le transcript et un texte assez volumineux autour de la vidéo, c'est la page de mon site qui est passée devant YouTube, en règle générale. Donc, c'est plutôt... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je propose, ce que je suggère. De toute façon, YouTube, il faut y être. Ça me semble difficile de l'ignorer. Mais on peut reprendre la vidéo. Par contre, il faut que le contenu soit beaucoup plus important sur son site, autour. C'est comme un petit peu si on mettait en ligne une infographie. Si on met qu'une infographie, que l'infographie, que l'image, ça ne va pas bien se positionner derrière. On met une infographie et du texte autour qui explique ce qu'il y a dans l'infographie. Parce que Google, plus ou moins, enfin, grosso modo, aujourd'hui, il ne lit pas ce qu'il y a dans une infographie, il ne lit pas ce qu'il y a dans une image. Ça viendra, mais et il faut proposer du texte autour. Donc, le fait de proposer du texte autour de la vidéo, ça donne souvent des très bons résultats et ça permet de faire passer la page du site, parce que ce qu'on veut, c'est aussi générer du trafic sur son site. Ça permet de faire passer la page du site devant la vidéo YouTube, ce qui est pas mal. Ok, j'ai une dernière question qui est arrivée sur ton avis sur les landing pages. Alors, les landing pages sont des pages d'atterrissage qui sont optimisées pour une requête, etc. C'est des pages plutôt qui ont une vision SEO, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je les envisage. Alors, si ce sont des landing pages qui ne sont pas dans l'arborescence, c'est-à-dire qui sont créées, qui sont un peu des pages orphelines dans l'arborescence, souvent ça ne donne pas des très bons résultats parce que le moteur n'arrive pas à ces pages via l'arborescence, soit on force d'une façon ou d'une autre le crawl, soit c'est dans le sitemap, etc. Mais il n'y a pas de voie naturelle pour aller sur ces pages-là. Donc, il n'y a pas de transfert non plus du PageRank interne. Enfin, voilà, en règle générale, la landing page orpheline donne d'assez mauvais résultats pour moi. Par contre, avoir une page dans l'arborescence qui a sa vraie place, qui a vraiment sa position. Hein. On part de la page d'accueil, on clique à droite, à gauche, et puis on arrive à une page, donc elle est tout à fait accessible. Et cette page-là, elle est optimisée pour le SEO, ça c'est très bien. Donc en fait, landing page, oui, mais il faut qu'elle soit incluse et disponible dans la navigation naturelle du site. Sinon, ça peut poser pas mal de problèmes. Ok. Bon, il y avait une question. Tu confirmes bien que pour optimiser le référencement d'une image, il faut bien la nommer, il faut bien compléter la balise alt. C'est ce qui va la rendre pertinente. Voilà, c'est donc si possible avoir un nom d'image pertinent, l'attribut alt de la balise IMG, donc que l'image soit affichée avec une balise IMG et pas via CSS, un attribut alt rempli, éventuellement une légende, et d'une façon générale que l'image soit dans une page pertinente par rapport au contenu de l'image. Si je fais par exemple une page sur les robots,
sur le Googlebot qui va surfer sur un site web et que je mets une image de surf de quelqu'un qui surfe sur une vague sur la côte atlantique, sur la mer, il n'y a pas de cohérence sémantique entre un surfeur. Pourtant, quelqu'un qui fait du SEO comprendra que c'est du second degré, mais Google, lui, second degré, c'est pas trop son truc. Hein. Donc, il voit qu'il y a une image avec un surfeur et puis un contenu qui parle des robots de Googlebot. Là, c'est pas cohérent. Donc, l'image ne sera certainement pas bien référencée. Donc, il faut qu'il y ait aussi une cohérence sémantique entre le contenu de l'image ou le texte autour et ce qu'on va donner comme information et le contenu de la page qui contient l'image. Ok, bon, complémentarité ou concurrence entre la balise title et alt, typologie de contenu, c'est complémentaire. C'était un peu C'est alt et la légende et title. Ouais. Ah non, l'attribut title. Ouais. L'attribut title n'est pas lu par les moteurs, donc d'accord, ok. Il n'y a que l'attribut alt qui est lu. Parfait. Ensuite, une question sur les langages de développement ou les frameworks. Est-ce qu'il y en a qui sont plus optimisés pour favoriser un référencement ou c'est vraiment lié au contenu qu'on y met? Alors, à ce que je vois, enfin, le constat que je fais aujourd'hui, il peut y avoir des plateformes propriétaires, Wix et compagnie. Bon, là, en général, on est vite bloqué et en fait, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, la plupart du temps, on part assez vite sur d'autres plateformes. Après, il y a des plateformes open source de type WordPress, Drupal, Joomla, etc., qui posent pas de. Enfin, elles sont toutes au même niveau en termes de possibilités. Par contre, il faut bien les configurer. Je parle aussi de PrestaShop, Magento, etc. etc. Grosso modo, à partir du moment où on a la main sur sa plateforme et qu'on la connaît bien, pas de problème, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Par contre, oui, faire du SEO, c'est bien connaître sa plateforme, hein, vraiment. La connaître sur le bout des doigts, sinon c'est quand même compliqué. Et c'est pas toujours évident de bien connaître sa plateforme. Après, il peut y avoir des plateformes un peu plus récentes, hein, comme React ou Angular ou Vue.js, etc., qui sont des plateformes JavaScript qui peuvent poser des soucis, surtout parce que il faut encore mieux connaître ces plateformes pour bien faire du SEO dessus. Hein. Il n'y a pas énormément de blocages. Par contre, il peut y avoir des freins un peu partout. Et si on a des plateformes très, très, très JavaScript, avec qui intègrent beaucoup de JavaScript, alors là, il faut vraiment avoir des grosses pointures techniques et des gens qui connaissent sur le bout des doigts la plateforme pour bien gérer les choses derrière. Hein. Donc il y a de fortes chances que ça se passe bien. Par contre, s'il n'y a pas les compétences derrière, ça peut être une grosse cata, mais bien comme il faut. Donc voilà, le spectre va des plateformes propriétaires type Wix, Immonsite, One and One, etc., où c'est bien pour tester, c'est bien pour essayer, mais on part assez vite parce qu'au bout d'un moment, on veut avoir la main un peu sur tout. À tout ce qui est open source classique, hein, les plateformes classiques, où là, normalement, si on connaît bien la plateforme, on s'en sort très bien. C'est juste une question de bonne configuration. Et puis, les plateformes plus modernes, où là, c'est un petit peu plus complexe, et c'est surtout le niveau de compétence, pour connaître, de connaissance de ces plateformes est assez haut pour pouvoir éviter le moins de problèmes. Merci Olivier. C'était la dernière question. Pile poil, 10 heures, hein, comme prévu. Impeccable. Voilà, donc merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Surtout merci Olivier pour ton expertise. Je t'en prie. Et merci à tout le monde d'avoir écouté. Voilà, et donc le replay est disponible demain. Et puis, alors la présentation, on la mettra probablement en PDF, donc vous perdrez les animations. Probablement, mais bon, vous retrouverez l'essentiel. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon référencement. Bon, c'était bien, hein.